Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a des gens qui nous rejoindront au fil des minutes, mais pour ceux qui sont déjà là, bienvenue. Bienvenue à la semaine de sensibilisation à l'infertilité qui est organisée par BAMP du 1er novembre au 7 novembre. Ce soir, nous avons une conférence qui est dédiée à une étude qui a été réalisée au sein de BAMP qui s'appelle Usage et expérience des patients en AMP en France en 2020. Nous avons le plaisir de vous présenter cette étude ce soir et puis nous aurons le plaisir d'entendre le docteur Florence Alexandre, qui est gynécologue en AMP à la Châtaigneraie, qui est vers Clermont-Ferrand, et puis aussi le docteur Vanessa Lubin, médecin coordinateur du centre Sainte-Collecte, qui est rattaché à l'AMP Saint-Joseph à Marseille. Vanessa Lubin nous a fait savoir qu'elle aurait quelques minutes de retard, donc elle nous rejoindra ensuite. Pour démarrer, quelques mots sur le déroulé de cette soirée. Hop, je remonte. Ces mots introductifs qui dureront 5 minutes. J'ai estimé un peu le temps puisque nous avons une soirée un peu courte, 1h30. Nous présenterons ensuite l'enquête avec Sindra Betsy et moi-même, Nathalie Patton, qui sommes toutes les deux bénévoles chez BAMP et qui avons réalisé cette étude. Nous en dirons plus sur qui a fait cette étude et à quelle fin. Ensuite, nous aurons le plaisir d'entendre le docteur Florence Alexandre et Vanessa Lubin qui commenteront cette étude, soit pour rebondir sur ce qui est marquant en termes de résultats ou les recommandations que nous en avons proposées pour les travailler ensemble. À l'issue de leurs commentaires, nous proposons d'ouvrir à l'Assemblée pour des questions. Donc, tous ceux qui participent ce soir, vous pourrez poser vos questions, comme l'a indiqué tout à l'heure Sindra, dans le chat le chat, qu'est-ce que c'était Sindra exactement? Le QR? QR. Le QR, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on les prendra dans l'ordre. Des questions soit sur l'étude elle-même, soit sur les interventions des unes et des autres, si vous voulez rebondir. Et puis, si nous avons le temps, nous espérons pouvoir passer à une discussion sur les recommandations, puisque l'intérêt de faire de la recherche sur comment vont les patients aujourd'hui en France, c'est bien d'essayer de proposer des choses concrètes, aussi bien pour les professionnels de santé, pour les pouvoirs publics que pour les patients. Et donc, nous espérons pouvoir discuter avec vous de cela ce soir. Et puis, nous terminerons avec une petite conclusion de fin de soirée. Sur les modalités techniques, et après, je commencerai la présentation de l'enquête. Comme on vous l'a dit, vous avez le chat, vous pouvez poser vos questions. Moi, je ne les vois pas. Donc, mesdames, sachez que je ne les vois pas. Sindra et docteur Florence Alexandre, n'hésitez pas à m'interrompre s'il y a besoin, même si nous avons aussi sur le plan technique une aide qui est Aurélie. Donc, si vous me voyez demander, ou l'une d'entre nous demander à Aurélie son aide, c'est parce qu'elle est en backstage en train de nous aider à faire en sorte que cette séance se déroule au mieux. Voilà qui est dit. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Je pense que c'est bon, on peut y aller. Hop. Donc, ce soir, on vous présente une étude que nous avons réalisée, deux bénévoles chez BAMP, comme je vous l'ai dit, moi-même et Sindra, qui sommes là ce soir, mais aussi, vous le verrez, en partenariat avec l'IMR, l'Institut de la médicale de la reproduction locale ici à Marseille, puisque nous sommes tous les deux bénévoles à Marseille. Et nous avons fait une étude que nous avons intitulée « Usage et expérience des patients en AMP en France en 2020 ». Peut-être faites-vous partie de ceux qui ont répondu à cette enquête. En tous les cas, ce soir, on vous présente les grands résultats. Pour vous présenter cette enquête, on va vous donner un peu le contexte de pourquoi cette enquête, qui c'est que nous avons interrogé, puisque nous n'avons pas interrogé tous les patients, évidemment, et puis quelques détails méthodologiques de l'ordre du nombre de personnes que nous avons interrogées, etc. Puis on rentrera dans les enquêtes. On parle d'une seule enquête, mais en réalité, il y a eu 2 sondages, puisque le sondage était tellement long qu'il a fallu le couper en 2. Le premier, ça rapporte plutôt aux usages. Comment est-ce que les gens se servent de leur centre? Est-ce que ça se passe bien lors de leur prendre des rendez-vous? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur centre d'AMP? Et le second se centre plus sur l'expérience des patients. Comment se passe la vie professionnelle, la vie de couple, comment se passe l'intimité des patients, le regard que la personne peut porter sur soi. Bref, une seconde étude plus sur l'expérience. Et puis, à partir de ces 2 études, nous avons travaillé à une série de recommandations avec cette petite équipe qui constitue l'équipe usage
et expérience autour de l'AMP. Donc, contexte de l'étude. Pourquoi cette étude? Il faut savoir qu'elle est vraiment née du terrain. Elle est née d'un échange qu'on avait entre adhérents et bénévoles chez BAMP lors d'une rencontre tout à fait classique chez nous. Nous échangions en nous plaignant, entre guillemets, on va dire ça furtivement, du fait que nos centres d'AMP manquaient de choses qu'on aurait voulu voir chez eux. Donc, on s'est dit, plutôt que de se plaindre, on allait toquer à la porte des centres d'AMP locaux et l'IMR, qui est un centre d'AMP local à Marseille, qui est rattaché à la clinique Bouchard, nous a reçus avec ce qui était au début un cahier de doléances. De fil en aiguille, au travers de ces rencontres, nous avons décidé de plutôt faire une collaboration entre l'IMR ici à Marseille et l'association BAMP pour faire en fait une enquête nationale auprès des patients français. Quel était l'intérêt de cette enquête? L'intérêt de cette enquête, c'était de façon le plus importante, améliorer la prise en charge des patients. BAMP, comme association de patients, son objectif premier, c'est d'améliorer la prise en charge, que ce soit au travers de l'évolution des politiques publiques, que ce soit au travers de l'accompagnement des patients, etc. Je ne vous refais pas l'histoire de BAMP, je vous invite à voir le site si vous voulez en savoir plus sur BAMP. Mais pour cette étude en particulier, on voulait faire des recommandations qui partaient du terrain, qui partaient de la voix des patients. Et éventuellement pour développer une charte qualité pour les centres de soins, voire un parcours patient qui aiderait les patients à être plus acteurs de leur traitement. Donc, les objectifs généraux, vous l'aurez compris, c'était de développer des outils fondés sur une meilleure connaissance du terrain et au final, mieux comprendre quels étaient les besoins des patients, quels étaient les freins, qu'est-ce qui fonctionnait pas pour eux, quels étaient les espaces à partir duquel on pourrait améliorer les conditions de leur prise en charge. Ce travail d'enquête, il s'inscrit dans un cadre plus large, puisque BAMP et d'autres structures en France font ce qu'on appelle de la recherche-action, notamment une étude qui avait déjà été faite en 2019 sur l'expérience des patients avec l'Ipsos, Gédéon Richter et BAMP, mais aussi d'autres études telles que celle qui est menée à l'INED, ça fait 2 fois déjà, où ils ont mené une étude sur l'AMP et l'étranger, qu'est-ce qui se passe à l'échelle de l'Europe pour les patients français. Dans le cas de cette enquête on vous présente ce soir, elle a été réalisée en 3 temps. D'abord, nous nous sommes rapprochés du centre local ici à Marseille, de l'IMR Clinique Bouchard. Il y en a d'autres, les centres d'AMP, c'est important de le préciser, puisque le docteur Vanessa Lubin qui nous rejoint ce soir est notamment un centre à Marseille. Mais toujours est-il, nous sommes partis de ce premier centre où nous avons fait un peu d'observation, nous avons rencontré l'équipe, etc. De façon plus importante, et c'est ce qu'on vous présente ce soir, on a fait 2 sondages auprès des patients. Je vous l'ai déjà expliqué, un premier sondage sur comment les gens utilisent leur centre et un second sondage sur l'expérience et comment cette AMP est vécue. Dans le cas du premier sondage, nous avons reçu 939 réponses, le second 541. Vous verrez qu'on n'a pas retenu toutes les réponses pour un ensemble de raisons. Si je rentre dans le détail de la méthode, nous avons utilisé uniquement principalement un questionnaire en ligne, puisque nous avons diffusé au travers de nos réseaux sociaux sur BAMP la possibilité de répondre à ces questionnaires en ligne, mais nous l'avons aussi diffusé localement. Par exemple, le centre local à Marseille, que nous avons mentionné à plusieurs reprises, l'a diffusé dans ses salles d'attente. Pour savoir de qui il allait s'agir, de connaître un peu les pratiques et les expériences, nous sommes concentrés sur l'AMP en France. Donc, nous avons exclu toutes les personnes qui ne font pas de l'AMP en France pour la simple raison qu'on voulait connaître l'état de notre AMP en France et non pas savoir comment ça se passe en Belgique, comment ça se passe en Angleterre, en Ukraine ou en Espagne, par exemple. Nous avons aussi limité aux personnes en parcours, parce que les personnes qui ont fait un parcours il y a 10 ans ne connaissent pas le même dispositif que ceux d'aujourd'hui. Nous avons considéré du coup que seuls pouvaient être pris en compte les hommes et les femmes des couples, selon les couples actuellement en parcours en France. Voilà, c'était avant le changement de la loi et la loi de la bioéthique cet été. Assez parlé, je passe la main à Sindra qui va vous présenter les résultats de l'enquête 1, usage de l'AMP. Bien sûr que je reprends la main.
Alors, bonsoir, merci de votre attention. Donc, la première étude que nous avons menée, comme l'a indiqué Nathalie, elle est centrée essentiellement sur le rapport finalement qu'ont les patients avec leur centre et la pratique concrète et médicale en fait de ce parcours. Donc, nous avons constitué un questionnaire qui regroupait différentes thématiques qui étaient spécifiques au parcours. Donc, à quel stade les personnes sont de leur traitement, quels sont les traitements en cours, quelle est la région. Donc, ça, ce sont des informations qui nous ont permis globalement d'identifier si les personnes qui ont répondu étaient représentatives plus ou moins des patients de l'AMP en France. Et également, d'effectuer ce fameux filtre pour s'assurer qu'on ne retienne que les personnes qui sont effectivement en parcours en France. Ensuite, nous sommes attachés à étudier en fait la relation générale de ces personnes avec leur centre AMP et leur connaissance du milieu territorial, la connaissance des différents centres, par exemple, comment est-ce qu'ils ont effectué leur choix. Ensuite, en se focalisant plus précisément sur le centre dans lequel ils sont, quelles sont les informations dont ils disposent, quelle est la vision qu'ils ont sur la qualité de ces informations. Nous sommes attachés également à un point plus spécifique du parcours qui est la réunion d'information, donc qui est quand même un acte administratif qui est recommandé vis-à-vis de tous les patients rentrant en AMP, puisqu'il nous semblait que ça pouvait être intéressant de savoir finalement quelle était la qualité des informations transmises et la perception des patients de cette réunion d'information. Nous sommes également attachés à connaître avoir des informations sur la qualité de la communication avec le personnel, la relation aux actes spécifiques et genrés, donc plus précisément dans le cas des femmes, les examens de type gynécologique et dans le cas des hommes, les examens de type spermogramme ou recueil de sperme. Et enfin, nous avons élargi en fait notre questionnaire à l'ensemble des commentaires que pouvaient avoir les patients, des commentaires libres vis-à-vis de leurs problématiques et de leur relation avec le centre. Alors, hop. Donc, au niveau... Ah, je suis désolée. Je suis perturbée parce que je crois qu'il y a un petit souci sur le support, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Je vois ce qui se passe. Au niveau du nombre de personnes qui ont répondu, donc nous avons eu 939 réponses enregistrées. Certaines de ces réponses étaient en fait adressées par des couples. Et donc, en réalité, nous avons réussi à mobiliser plus de 1500 personnes pour pouvoir nous apporter leur vécu de l'AMP. Donc, au niveau du tri qui a été fait, nous avons choisi donc de nous réduire aux couples hétérosexuels en parcours en France pour être représentatifs de ces personnes qui pouvaient à l'époque, en tout cas du questionnaire, bénéficier du soin de l'AMP prise en charge. Au niveau des conclusions globales que nous avons tirées de cette première partie, c'est premièrement un taux de satisfaction plutôt important des patients. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle puisque on pouvait peut-être partir d'un présupposé qu'il y avait une insatisfaction. Et en fait, là, vous pouvez identifier sur les slides ici, en vert et en bleu, sont les personnes qui sont très satisfaites, voire satisfaites de leur centre, que globalement, sur plusieurs items, on a quand même un très bon niveau de satisfaction. Donc, c'est un point plutôt positif pour la prise en charge de l'AMP en France. Néanmoins, nous avons identifié quand même quelques axes d'amélioration et dont les principaux, je vais pouvoir les présenter par la suite. Donc, le premier axe d'amélioration qui a été identifié, c'est celui des moyens de communication. Alors, lorsque nous avons fait notre enquête, c'était en 2020, le Covid commençait à peine et donc au niveau des moyens de communication, on était essentiellement sur du présentiel ou du téléphone.
Il y a certaines choses qui ont évolué depuis, puisque le fait de la crise sanitaire a imposé la mise en place de moyens de communication à distance. Et donc, ces conclusions pourraient être revues aujourd'hui avec les nouveaux moyens qui ont été mis en place pour les centres. Enfin, néanmoins, on constate que plus de la moitié des personnes souhaitaient avoir des moyens autres que simplement le téléphone pour pouvoir contacter leur centre ou devoir se déplacer, et avec un besoin d'aller vers de nouvelles méthodes type communication par mail, mise en place de systèmes de SMS, de plateformes d'échange ou d'applications en ligne. Au niveau des axes d'amélioration, il y a également un point très important sur la gestion du temps. Donc, l'un des principaux points identifiés vis-à-vis de la gestion de ce temps, c'est la mise en place de parcours et de rendez-vous coordonnés, c'est-à-dire la possibilité pour les patients de pouvoir regrouper plusieurs rendez-vous avec des spécialistes différents ensemble, plutôt que de devoir finalement intervenir plusieurs fois, d'avoir des temps d'attente entre les rendez-vous qui donnent une perception finalement des parcours qui sont un peu longs, notamment pour la constitution du dossier initial. Enfin, sur l'accompagnement et notamment sur les échanges au niveau des résultats, même si les patients sont satisfaits en fait de la qualité des informations globales qui leur sont données vis-à-vis de ce que c'est que l'AMP, quels sont les traitements, quelles sont les causes générales identifiées. Lorsqu'on arrive à leur cas spécifique, là, on note qu'il y a quand même beaucoup plus d'attentes sur le fait d'avoir une interprétation qui soit claire. Donc, parfois, les informations, on a du mal à les comprendre. Et également d'avoir un échange plus ouvert ou peut-être plus clair sur les suites au parcours. En termes de qualité, aujourd'hui, il y a un net ressenti des patients vis-à-vis de la façon dont sont reçus les résultats et les diagnostics qui les concernent plus précisément. En termes d'expression, en tout cas des patients et patientes sur leur vécu avec leur centre, on a globalement 4 thématiques qui se développent. La première, c'est sur le besoin d'une approche pluridisciplinaire. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont verbalisé le fait d'avoir besoin de pouvoir échanger avec d'autres spécialistes que leur seul médecin, avec par exemple des options liées à la nutrition ou à la sexologie, d'avoir une approche qui n'est pas que du seul spectre médical, mais qui peut être de l'accompagnement, bien-être, etc. Et de pouvoir faire aussi appel à ces autres professionnels dans le cadre de leur parcours. Donc là, par exemple, sur les verbatims les plus significatifs qu'on peut avoir, on a pu noter des commentaires comme le corps médical ne sait pas s'adresser au couple. Donc il y a un vécu d'un manque à ce niveau-là, d'une prise en charge un peu plus large que le seul aspect médical. Il y a également une méconnaissance des patients du milieu médical et de l'AMP en général. Comment est-ce qu'on rentre dans un parcours, à qui s'adresser, et parfois sur le ressenti aussi du vécu long, du parcours long, on voit qu'on a finalement des parcours où pour arriver au centre d'AMP, on passe d'abord par plusieurs visites sur des gynécologues de ville, avec des parcours parfois qui sont des prises en charge qui ne sont pas complètement adaptées, et on se sent un peu perdu dans le fait de rentrer finalement dans ces parcours. Et puis l'aspect administratif aussi est assez difficilement perceptible. Mais bon, ça c'est peut-être aussi un problème français général lié aux protocoles divers. Au niveau du ressenti, il y a également un point important qu'on a pu observer vis-à-vis des questions de genre, qui est l'implication du partenaire. Alors, masculin, puisque là, nous sommes concentrés sur les couples hétérosexuels. Et il y a énormément de verbatims qui sont ressortis à ce niveau-là sur le fait que, finalement, la place du partenaire dans le parcours soit
assez difficile à être perçu et où parfois, on peut voir des verbatims comme il a l'impression de déranger, de perdre son temps, où on ne lui a pas expliqué les effets. Toute la pression repose sur moi, donc vraiment un besoin de davantage partager cette pression, ce vécu, ce parcours un peu long avec le partenaire masculin dans ce cas-là. Et enfin, le dernier point qui est le point positif qu'on avait vu initialement, qui est finalement la reconnaissance de la qualité de la prise en charge dans les différents centres. Voilà pour cette présentation brève des conclusions de l'étude numéro 1 et je vais passer la main à Nathalie pour l'enquête numéro 2. Merci Sindra. L'enquête numéro 2, effectivement, elle concerne l'expérience des patients en AMP et là aussi, on est parti de plusieurs items, plusieurs questions. L'enjeu pour nous, c'était de savoir comment est-ce que l'AMP venait impacter des domaines, notamment l'emploi. Est-ce que ça permettait d'avoir un emploi facilement, la vie au travail, c'était le second item, la famille et les proches, est-ce que ça affectait nos relations sociales aussi bien avec nos familles, avec notre entourage, les proches, ça pouvait être notre entourage comme nos collègues ou des simples connaissances. Est-ce que le fait d'être engagé dans un parcours en AMP, ça a modifié davantage notre relation à notre corps, la façon dont nous nous voyons, dont nous percevons? Est-ce que ça avait un impact sur notre couple? Enfin, de façon beaucoup plus générale et un peu générale, est-ce que notre vie de patient, comment nous vivions notre vie de patient en tant que personne infertile? Quelles étaient notre compréhension de l'infertilité? Est-ce que c'est ça, quelque chose que nous avions le sentiment que nous maîtrisions ou nous comprenons bien les détails, entre guillemets? Et enfin, un dernier item qui a été interrogé, c'est la prise de décision dans le cadre d'un parcours d'AMP. Est-ce qu'on a l'impression qu'on est bien maître de nos décisions? Et si dans le cadre du médical, il faut, on ne peut pas être maître, est-ce que nous sommes bien accompagnés par rapport à ça? Qu'en est-il de notre ressenti sur cette question? Donc, dans cette enquête, contrairement à l'enquête numéro 1, nous avons eu moins de réponses et donc ces thèmes sont abordés uniquement pour les femmes. Les hommes ont été mis de côté dans l'échantillon final. L'échantillon final, c'est 310 personnes. Pour cette enquête numéro 2, nous avions 541 personnes qui ont répondu, mais nous avons écarté donc les hommes, mais aussi possiblement des personnes qui avaient fait de l'AMP dans le passé, mais qui n'étaient plus en parcours ou qui étaient en parcours à l'étranger. Donc, au final, c'est un échantillon de 310 femmes qui sont en parcours en France en 2020. Je vous passe les détails de là où les personnes se trouvent, mais nous sommes dans une étude relativement représentative en termes de durée de parcours et d'âge des personnes par rapport à la population française. Le premier résultat qui a été extrêmement frappant de cette expérience, c'est les patients mal identifiés. Sindra l'a dit à l'instant, la question des hommes est celle qui ressort déjà dès la première étude. Leur place, leur présence, leur posture est quelque chose qui reste à travailler. Et c'est pas spécifique, c'est les femmes nous disent, elles le rappellent, mais c'était déjà présent dans la première enquête. Ce qui est un peu plus surprenant pour nous, c'est la patientèle jeune. Ici, ce qu'ils affichent à l'écran, c'est les réponses à une question qui était si vous aviez aujourd'hui à évaluer votre niveau de bien-être de 1 à 10, 1 pour vraiment pas bien, 10 pour tout va très bien, comment vous situerez-vous? Et si on regarde cette question du point de vue de l'âge des répondants, les jeunes se retrouvent dans une certaine détresse. Elles sont entre 25 et 29 ans, plus de 34% à répondre qu'elles vont plutôt pas bien. C'est important pour nous. Pourquoi? Parce que finalement, on n'identifie pas nécessairement les personnes les plus jeunes comme étant les plus en détresse. On pourrait s'imaginer, alors ça reste à discuter, mais on pourrait s'imaginer que plus on est jeune, plus on a de temps pour réaliser son projet parental, et donc intuitivement, on pourrait se dire que l'âge, c'est plutôt les personnes en fin de parcours qui sont confrontées à ce mal-être. Ça, c'est le premier résultat qui sort de cette seconde enquête. Le second, c'est en mal d'espoir. Il y a un patient sur 4 qui s'est dit en souffrance par rapport à sa prise en charge, donc c'est quand même énorme, un quart des patients. La moitié se disent pessimistes,
quant à la réussite de leur traitement, ce qui veut dire qu'une personne sur deux qui commence un parcours de FIV, par exemple, commence ce parcours en se disant que ça ne va pas réussir. C'est quand même une proportion absolument énorme. Et puis, parmi les autres résultats qui nous permettent de vraiment d'affirmer que les patients sont en mal d'espoir, c'est près de 2/3 des personnes qui se sentent empêchées de profiter de la vie de tous les jours. Par exemple, parmi les choses qui sont dites dans les questions ouvertes, c'est le projet bébé prend le pas sur l'ensemble des autres projets, et de telle sorte que c'est un peu l'impression qui ressort des verbatims que nous avons eus, c'est qu'elles sont dans l'incapacité de vivre au jour le jour à 100%. Donc des patients mal identifiés, avec ces hommes et ces jeunes en particulier, des patients en mal d'espoir, et puis l'impact sur la vie professionnelle. La vie professionnelle est dite fortement perturbée, avec une réduction des performances pour 79% des personnes qui ont répondu, et une disruption dans les routines professionnelles pour 83% des personnes interrogées. On a fait une différence entre est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez être à 100% quand vous êtes au travail, en sachant dans quelle mesure c'est en rapport avec l'AMP. Là, on est à 79% des personnes. Disruption, c'est évidemment, il y a les rendez-vous, il y a les moments de prélèvement, etc. Donc, ça impacte fortement le rythme au travail. Ensuite, ce qui a été extrêmement intéressant pour nous, c'est de découvrir que les personnes, même lorsqu'elles avaient connaissance de la loi et de la possibilité de recourir à des absences pour les rendez-vous, eh bien, les personnes ne s'en servaient pas. Dans un quart des cas. Donc, dans un quart des cas, ils avaient beau savoir qu'ils pouvaient demander des absences, ils ne le faisaient pas. Alors, les raisons pour lesquelles ces absences ne sont pas demandées sont nombreuses, mais en tous les cas, beaucoup de gens ne réclament pas leurs droits. Quand on regarde un peu les verbatims, on trouve des personnes qui nous disent « Je dois trouver des excuses que j'ai des rendez-vous pendant le travail, je me sens responsable de laisser mes collègues, je suis moins concentrée sur le travail dû à la fatigue. » Et enfin, l'un des grands enseignements de la seconde étude, c'est le rapport au corps ou le rapport à soi. C'est 95% des femmes qui disent que leurs traitements médicaux pour l'infertilité ont transformé la perception de leur corps. Alors, évidemment, le rapport au corps est certainement difficile au-delà, mais quand on leur demande directement qu'en est-il de votre perception de votre corps depuis que vous êtes en AMP, on est quasiment à du 100%, enfin 95% en tous les cas, ça a profondément altéré leur rapport à leur corps. Et c'est pas seulement le rapport à leur corps, c'est aussi évidemment le rapport aux autres femmes. 85% se disent déprimés par le fait de voir une autre femme enceinte qui, par exemple, a une application concrète en AMP, puisque souvent ou parfois on partage la salle d'attente d'une femme enceinte. Les verbatims, ça peut être « je me suis éloignée de tous mes amis et de la famille qui ont des enfants ou qui sont enceintes. J'ai du difficulté à voir des couples avec enfants. Je me sens abîmée, j'ai l'impression que mon corps ne m'appartient plus. J'ai l'impression que la PMA a transformé mon corps, notamment prise de poids, et c'est difficile à vivre. » Voilà, donc ça, c'est les grandes... Là, on vous a présenté les grands résultats. Les résultats sont plus détaillés et on vous en fera part par le biais de nos réseaux de communication. Nous allons publier à la fin de l'année, notamment, quelque chose de beaucoup plus détaillé. Mais là, je vous propose de passer aux recommandations. Sindra, il est déjà 19h34. Je propose de passer assez rapidement sur les recommandations afin qu'on puisse donner la parole à nos deux médecins invités ce soir. Tout à fait. Donc, au niveau des recommandations, nous proposons des interventions sur 3 champs différents. Le premier champ, qui est celui des professionnels de santé, avec premièrement l'organisation du parcours de soins. Ensuite, le travail sur l'axe de la communication avec les patients. Plus en détail également, la promotion de la place du partenaire. Désolée. La place du partenaire dans le parcours. Est-ce que je te change le slide peut-être Ouais, je crois que tu as... Excuse-moi, j'ai voulu cliquer sur quelque chose, ça a dû changer quelque chose. Autant pour moi. Et ça ne revient pas, voilà. L'extension de la prise en charge
à d'autres disciplines, notamment un soutien psychologique peut-être un peu plus présent. Et enfin, la sensibilisation et l'information, notamment par le biais de la réunion d'information qui pourrait être déclinée tout au long du parcours, ou en tout cas proposée tout au long du parcours, pour pouvoir rafraîchir éventuellement la mémoire des patients qui seraient à un moment perdus un peu dans un parcours un peu plus long. Vis-à-vis des patients, plus spécifiquement, il y a également 3 axes à développer. Le premier qui est l'affirmation de sa place, c'est-à-dire reprendre bien son rôle actif dans le parcours qui est proposé. L'information et l'éducation qui permet également de pouvoir affirmer cette place. Et enfin, l'identification et l'appel à des relais, notamment des professionnels de santé ou des pratiques qui permettent finalement de faire tomber cette pression que l'on peut ressentir tout au long des parcours. Et enfin, vis-à-vis des pouvoirs publics, donc qui est également un axe important de l'intervention de BAMP, la promotion de l'amélioration de la prise en charge des soins bien-être et de l'accompagnement psychologique des patients, la promotion du dossier médical partagé, qui permettent aux patients de reprendre finalement un peu sa place sur son parcours, la mise en place d'une prise en charge similaire à celle des maladies longue durée, vis-à-vis notamment des relations dans le milieu professionnel, l'incitation des décideurs politiques à effectuer des campagnes plus larges sur l'origine de l'infertilité et également vis-à-vis de publics un peu plus spécifiques comme les jeunes. Et enfin, la sensibilisation de l'ensemble du corps médical et de la population à l'infertilité. Et là encore, on retrouve le volet destiné aux jeunes. Voici pour la synthèse des recommandations que nous avons à faire. Donc, je propose à Florence et à Vanessa d'intervenir vis-à-vis de ce que nous avons présenté. Bon, je prends la parole, Vanessa. Donc, merci beaucoup pour cette présentation et puis merci surtout d'avoir réalisé cette enquête qui a le mérite d'exister et qui met le point sur des sujets qui nous préoccupent quand même tous, autant qu'on est en tant que professionnels de la procréation médicalement assistée. Tous ces points sont intéressants à soulever, mais c'est vrai que ça fait partie également de nos soucis quotidiens. On se rend bien compte qu'il y a des choses à améliorer et je crois, sans nous vanter, qu'on a fait énormément de progrès de ce côté-là. Il n'y a pas d'un côté le patient et de l'autre côté le médecin, le sachant. Il y a quand même beaucoup d'échanges qui se font entre patients et médecins. Les gens sont très informés et on peut discuter avec eux. Souvent, ils arrivent déjà avec des connaissances qui ne sont pas nulles et ils ont une petite idée de ce qui les attend. Alors, parfois, ces informations sont erronées, transformées. Voilà. C'est pour ça que je suis contente qu'il y ait des associations telles que BAM qui existent. Quand vous jetez forcément des fleurs, moi j'aime mieux les orienter directement sur vos blogs et sur plutôt qu'elles aillent voir n'importe quoi sur Internet. Ça aussi, ça fait partie de la désinformation, de la mauvaise information et de la souffrance des gens parce qu'ils ont des commentaires des unes et des autres qui sont parfois pas de très haute volée et qui sont délétères dans leur prise en charge. Voilà, ça c'était une petite introduction. Alors, ce qui m'a fait plaisir dans votre enquête, c'est de voir que les gens sont quand même relativement heureux de leur prise en charge, satisfaits de leur prise en charge. Ça, c'est vraiment une grande joie pour nous, parce que c'est vrai qu'on fait des efforts et globalement, on a l'impression que ces efforts sont récompensés. Et si les gens sont satisfaits de leur prise en charge, à quelque niveau que ce soit, c'est quand même un grand succès. Et ça, je crois que Vanessa sera d'accord avec moi, ça nous fait plaisir. Parce que on a toujours l'impression que on s'occupe pas d'eux, que les médecins laissent les gens un petit peu de côté, qu'on leur impose des choses et total pas vraiment d'après le rendu de votre enquête. Et ça c'est vraiment ça fait vraiment plaisir. Après j'ai essayé de reprendre point par point certaines choses qui font souffrir les patients. Vous parlez
du pessimisme, qu'il y a une patiente sur deux, plus d'une patiente sur deux qui est pessimiste quant à son résultat. Et ça fait partie également de l'information et de l'information qu'on se doit de donner. Moi, quand je prends un couple en charge, je ne leur dis jamais venez chez moi, vous aurez un beau bébé. Ce serait mentir, ce serait tromper les gens, c'est pas honnête. Actuellement, on a des résultats qui s'améliorent énormément. En particulier avec le transfert des embryons congelés, on a des résultats qui sont excellents. Les techniques de congélation sont améliorées, les techniques de transfert se sont améliorées, et c'est vrai qu'on a des bons résultats. Et malgré tout, on sait que les statistiques sont là. Il y a 60% des couples qu'on prend en charge qui n'auront pas d'enfants. C'est clair. Si on voit le verre à moitié vide, ça fait rester 40% des gens qui n'auront pas d'enfants. Mais ça fait aussi partie de notre devoir de les informer. On ne peut pas les tromper. De toute façon, à un moment ou à un autre, ils seront déçus. Et je pense que la chute sera d'autant plus raide et plus douloureuse qu'ils n'auront pas été prévenus. Mais on n'a pas de discours pessimiste parce que sinon on changerait de métier. L'une comme l'autre, on ferait plus ça. Heureusement, on a beaucoup de grossesses et beaucoup de gens heureux. Mais le pessimisme, il fait partie de ça. Et c'est lié aussi à ces statistiques. Et en plus, on ne peut pas leur affirmer qui aura une grossesse. Dans les stats, après 40 ans, on tombe à 5% de grossesse. Avant 35 ans, elles sont à plus de 50-60% de chances d'être enceintes. Mais on a toutes des patientes de 40 ans qui vont être enceintes du premier coup. Et malheureusement, des couples qui ont une trentaine d'années, au bout de 4 tentatives, il n'y aura pas de grossesse. Donc, c'est vrai que c'est très difficile. On comprend que les gens soient pessimistes, mais nous, on est aussi obligés de les prévenir, d'être honnêtes. Qu'est-ce que tu en penses, Vanessa ? Oui, la marge de manœuvre est compliquée parce que c'est vrai que les gens arrivent vers nous, spécialistes de la fertilité, déjà avec un long parcours et ils attendent beaucoup de nous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas la baguette magique et qu'on a la chance de pouvoir assister et avoir des techniques qui peuvent augmenter les chances de grossesse des couples qui viennent nous voir. Mais on ne peut jamais garantir une grossesse à quiconque. Tu as tout à fait raison. Et c'est aussi de notre devoir, je pense, de les prévenir. On n'a pas un discours pessimiste. Au contraire, on y croit dès qu'on voit un couple. Oui, après, c'est vrai que le discours factuel sur les chiffres, quand tu as 30 ans, tu le vis bien. Quand tu as 40 ans, ce discours-là, tu le vis mal. Donc, c'est toujours les 7 degrés de la communication. Hein. Il y a ce qu'on dit, ce qu'on croit dire, ce qui est entendu, ce qui est compris, etc. Et donc, il peut y avoir des grosses différences entre ce que nous, on estime donner comme message et ce qui est effectivement perçu. Et après, la fragilité des personnes qui sont en face de nous font qu'elles vont recevoir le message d'une façon, le même message va être reçu de façon très différente par des personnes différentes. Donc, c'est extrêmement compliqué, surtout que c'est un message qu'on essaye de donner très tôt dans la prise en charge quand on ne connaît pas encore très bien forcément les couples. Donc, c'est un peu difficile, effectivement, d'avoir le message qui passe bien, de la façon qui passe bien, c'est toujours très compliqué. Mais c'est de la communication, c'est pas de la médecine pour le coup. Exactement. Nous sommes aussi des communicants. Il y a également des choses sur lesquelles on doit jouer. Là, tu parlais des patientes de 40 ans. Effectivement, certaines se disent, bon, ben voilà, telle star a eu des enfants, est enceinte, et quand on met un point d'honneur au serviteur, mais attendez, c'est du don d'ovocytes, faut pas se leurrer. On n'est pas enceinte naturellement à 45 ans. Ou alors c'est exceptionnel. Il y a aussi des remises en place à faire. Un petit peu de manière obligatoire. Donc ça, c'était pour leur souffrance et le pessimisme. Voilà, il ne faut pas non plus être trop pessimiste, bien sûr. Il y avait ensuite les points de vigilance, et vous insistiez sur les moyens de communication. Alors ça, je crois que les moyens de communication, ils ont bien évolué tout de même, hein, parce que on se contente pas de la consultation et de la patiente, du couple qui va attendre 3 mois avant de revoir son médecin. Il y a beaucoup de mails, on envoie de mails, on répond par mail, on a des téléconsultations, le téléphone. Aussi, enfin, bon, les secrétaires reçoivent les messages, elles ont un cahier, on rappelle les patientes. Faut voir aussi que tout ça, c'est extrêmement chronophage pour nous, parce qu'on a beaucoup de couples à prendre en charge, et si on doit
rappeler tout le monde ce qu'on essaye de faire dans la mesure du possible. Voilà, il faudrait qu'on puisse se dédoubler également. Donc, bien sûr, dans la mesure du possible, on répond présent, mais faut bien avoir conscience aussi qu'on ne peut pas, qu'on peut pas être présent tout le temps. Et c'est vrai que les gens sont les couples sont vraiment très exigeants, disons, et il faudrait avoir des réponses immédiates. Hein, c'est l'immédiateté des communications, le SMS, etc. Mais ça, on a beau essayer et on le fait, et je pense que là-dessus, on s'est beaucoup amélioré. On met un point d'honneur à répondre au maximum à la demande des patients, mais malheureusement, parfois, pour certains, ça ne suffira pas. On a un problème effectivement de temporalité avec la communication. C'est que effectivement, la communication aujourd'hui, on attend à avoir une réponse immédiate. On a bien vu les dégâts que ça a fait avec la crise de Covid, hein, où tout le monde voulait avoir des réponses en 24 heures, même en 2 minutes aux questions. Donc, à force, on posait la question à 50 personnes pour être sûr d'avoir une réponse vite. Et du coup, on avait 50 réponses différentes. Et c'était effectivement assez compliqué à gérer. Et par rapport à nos prises en charge, on ne peut pas forcément avoir la réponse tout de suite, on ne peut pas forcément répondre tout de suite. Il faut savoir aussi qu'avec la loi RGPD, qui est la loi de protection des données, on n'a pas le droit d'envoyer des ordonnances par mail sur messagerie non sécurisée, c'est interdit désormais. Donc, on n'a pas le droit d'envoyer des données patients, on est extrêmement limité. Et donc, on ne peut partager des choses que si on est en téléconsultation, normalement. On n'a plus le droit de partager tout ça. Donc, même répondre à un patient par mail devient très, très compliqué. Après, ça soulève aussi une autre problématique, qui est une problématique de moyens. Et vous savez que la FIV en France, il y a eu des améliorations puisque maintenant, il y a beaucoup plus de choses qui sont cotées, notamment au niveau des congélations d'embryons et des congélations d'ovules. Mais la cotation de la FIV en France fait que les centres sont tous en sous-effectif pour pouvoir répondre à la demande des patients. Et il n'y a pas de moyen de recruter plus de personnes afin que les centres soient en équilibre financier, tout simplement. Et dans les hôpitaux, quand on demande un technicien supplémentaire, une secrétaire supplémentaire, du temps supplémentaire de sage-femme pour répondre aux patientes et aux questions des patientes, on a tout de suite très, très souvent une fin de non-recevoir parce que c'est du temps, c'est du personnel et le personnel, c'est de l'argent et la FIV ne rapporte pas assez à l'hôpital pour que l'hôpital nous accorde du personnel. Donc, on est dans une situation qui est un petit peu compliquée de manque de bras aussi par rapport au délai que les patients peuvent vivre mal de réponse aussi à leurs questions. Et il y avait une demande également pour l'organisation de réunions patients. Alors, moi, je suis à Clermont-Ferrand. Nous, on en fait depuis très longtemps. Ouais. Alors, nous, on a essayé d'en faire. Alors, parce que je vais vous expliquer pourquoi et la différence qu'il peut y avoir entre certains centres. Moi, je suis à Clermont-Ferrand. On a un bassin de recrutement qui est assez étendu, c'est-à-dire Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous voyez où c'est situé sur une carte, mais on a aussi bien des couples qui viennent de Nevers, de Bourges, de Montluçon, qui viennent de très loin. Alors, on a organisé des réunions d'information, mais les gens ne viennent pas. Parce que la réunion, on peut la faire que le soir. Les gens travaillent, nous aussi. Venir faire 2 heures de route pour venir à une réunion et ensuite rentrer chez soi, et ben globalement, je vous assure qu'on a eu beaucoup de problèmes à les organiser. Alors nous, sur Saint-Jean, c'était un échec. Alors peut-être quand tu as un bassin de recrutement qui est local. Alors sur Saint-Jean, ce qu'on a organisé depuis très longtemps, alors en faisant abstraction de la période de Covid, parce que bien sûr, on n'avait plus le droit de faire rentrer les gens dans l'hôpital. Donc, on a fait des réunions vidéo dématérialisées, ce qui est bien moins bon parce qu'on a une perte d'information, les gens comprennent moins. Ils sont face à un écran qui leur explique comment ça va se passer et c'est beaucoup moins vivant que quand on faisait la réunion d'info en présentiel. Et la réunion d'information en présentiel, on l'organisait à l'après-midi et il cumulait souvent avec la consultation avec le biologiste et la consultation éventuellement avec l'anesthésiste. Ce qui faisait qu'ils faisaient un déplacement au centre qui était plutôt rentabilisé par rapport à ce qu'on leur proposait dans l'après-midi, avec ce certificat, donc grâce à la loi santé qui leur autorise des absences, n'est-ce pas donc, ils avaient un certificat d'absence professionnelle qu'on leur remettait, donc il n'y avait aucun souci au niveau professionnel. Et cette réunion était obligatoire, c'est-à-dire qu'ils signaient une attestation comme quoi ils avaient été
informés à ce que c'est que la fécondation in vitro et qu'ils ne pouvaient démarrer aucun traitement si la réunion d'info n'avait pas eu lieu. Donc ça, c'était plutôt très bien vécu. Les patients, ils râlaient tous de devoir venir, mais ils étaient tous contents quand ils sortaient, en fait. Donc, je mets au passé parce que depuis le Covid, les réunions sont virtuelles. J'espère qu'on va pouvoir les reprendre. Je ne sais pas quand. Pour l'instant, nous n'avons toujours pas le droit d'avoir des réunions importantes, plus de 6 personnes dans l'hôpital, donc c'est compliqué. Au niveau de l'information, effectivement, alors c'est très souvent moi qui étais en charge de la réunion d'information présentielle avec une sage-femme et un biologiste. On était 3 à parler. Et pour le coup, la réunion virtuelle, c'est moi qui ai enregistré aussi. Donc, du coup, ils voient ma trombine tout le temps. Mais effectivement, les patients, leur retour, c'est de me dire que c'est compliqué de rester 1 heure face à un écran qui vous délivre des informations que vous êtes censé ingurgiter comme ça, alors que la réunion d'info, c'était plus vivant. Et donc, on se rend compte qu'il y avait moins de perte d'informations. Je pense que c'est vraiment une plus-value pour les centres d'arriver à l'organiser afin que les gens se rendent disponibles. Quant au bassin de population, nous, on draine la Corse, on draine les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Donc, on a des gens qui viennent aussi de loin. Mais c'est vrai qu'on arrivait à l'organiser en cumulant les rendez-vous. Donc, je pense que c'est une vraie plus-value, la réunion d'info. Bon, bah, très bien, on va imposer la réunion d'information. Ah oui, si tu l'imposes, en fait, on est obligé de donner les gens sont censés être informés et signer un consentement éclairé avant de faire l'assistance médicale. Donc, s'ils ne signent ce consentement que en présentiel quand ils viennent de la réunion d'info, pour le coup, ils sont obligés d'y venir. Et si on rentabilise leur déplacement pour eux avec plusieurs visites, ils le font, ce d'autant que ça leur donne effectivement une demi-journée où ils vont déposer le dossier, ils vont donner les pièces administratives, ils vont voir le biologiste. C'est un temps, ils vont voir la sage-femme. C'est un temps de repos, c'est un temps où ils se posent justement par rapport à cette course dans nos traitements d'infertilité où les gens sont toujours dans une espèce de course contre la montre parce qu'ils veulent faire vite, parce qu'ils ont longtemps, ils veulent que ça aille vite. Et donc, du coup, après, ça a fait rebondir sur le questionnement qui était posé quant au bien-être ou au mal-être des patients. C'est-à-dire qu'ils sont aussi dans une temporalité, une course contre la montre qui ne va pas bien avec les difficultés qu'ils éprouvent, où ils auraient peut-être parfois besoin d'un peu plus se poser, parfois besoin qu'on s'occupe un petit peu plus de tous les facteurs environnementaux autour, mais ça nécessite aussi du temps. Donc, il faut qu'on arrive à reprendre un peu du temps. Certes. Et puis pouvoir échanger avec d'autres couples qui sont dans la même situation qu'eux. Oui. Ça, c'est important de savoir qu'ils ne sont pas seuls au monde. Oui. Et justement, dans l'amphithéâtre, quand on faisait la réunion d'info, les couples, quand ils arrivaient, ils avaient toujours cette surprise de dire « mais il y a tant de monde que ça, la réunion d'info ». On en faisait 1 par mois. Et donc, il y avait une 60aine de couples tous les mois. Et on demandait à ce que le couple vienne à 2, que monsieur et madame viennent. Donc, de temps en temps, il fallait réveiller monsieur qui faisait sa sieste postprandiale, mais j'essaie de parler un peu plus fort, ça se passait bien. Mais pour le coup, effectivement, c'est enrichissant et c'est rassurant pour eux de voir qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils sont plusieurs dans le même bateau. L'échange est important dans ces cas-là. D'où l'intérêt. On a perdu tout ça. Les associations. On a perdu tout ça depuis mars. Ouais. Après, vous parlez aussi de la disruption professionnelle. Alors ça, c'est un gros problème, effectivement, puisque il y a cet engagement dans le temps pour quelque chose qu'on voudrait, si j'ai bien compris, essayer de faire passer en longue maladie. Mais en fait, c'est pas une maladie. C'est ça le problème. C'est que c'est un désir d'enfant, c'est pas vraiment une maladie. Donc, c'est difficile pour les gens d'intégrer ça à une maladie. Et en ce qui concerne la législation qui autorise l'absence, en fait, moi, vous parlez d'un quart de gens qui ne l'utilisent pas. Moi, la plupart, c'est parce qu'ils veulent pas le dire à leur employeur, tout simplement. Parce qu'on on les informe que ça existe, mais ils ne veulent pas en parler. Donc, ils veulent essayer de se débrouiller par eux-mêmes, poser des jours de récup, des jours de RTT, poser des heures. Mais au bout d'un moment, ça devient compliqué. Parce qu'autant c'est gérable pour une tentative, quand c'est sur 15 jours de traitement qu'il va y avoir 3 échographies. Bon, certes, une ponction, un transfert aussi, mais ça, il peut y avoir une hospitalisation de journée, donc un bulletin de situation qui permet de s'absenter. Mais si ça se renouvelle dans le temps, c'est plus compliqué.
Alors, est-ce que je pourrais rebondir justement par rapport à ce que vous venez de dire sur les absences, sur les verbatims et sur les retours que nous avons eus des patientes et des patients. En fait, le recours aux absences autorisées, il n'est pas fréquent. Pour autant, souvent, il y a quand même une communication vis-à-vis du management, du patron, du chef ou des collègues de la MP. Par contre, ce qu'on a identifié, c'est qu'il y a un vrai point d'absence des RH, qui sont ceux qui, je pense, gèrent le plus facilement en fait cette partie administrative. Donc, il y a peut-être, alors c'est pas uniquement au niveau des médecins, bien sûr que ça peut être fait, mais ce n'est pas qu'une question en fait de ne pas vouloir communiquer, mais c'est aussi parfois des personnes qui ne savent pas que ça va être telle personne, par exemple, qui va finalement gérer cette absence matériellement, et que le simple fait d'en parler aux collègues, des fois, ça ne suffit pas. Ah non, c'est sûr, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que dans notre autorisation d'absence, on a mis l'article de loi. Donc, comme ça permet, on leur dit, de présenter ça au patron, au RH, ça leur permet d'aller voir. Ils n'ont même pas à chercher, il y a l'article de loi, donc ils voient que vraiment ça existe, et ça leur permet d'avoir l'information directe, et que les gens ne soient pas obligés de négocier tout ça. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué pour eux. Et même dans les parcours, c'est vrai que c'est surprenant parfois de voir arriver la jeune femme working girl, très investie dans son travail. Bon, il faut vraiment que ça rentre, l'écho, le truc, machin, ça rentre vite. Et puis malheureusement, au fur et à mesure des échecs, elle met entre parenthèses plutôt sa vie professionnelle, parce qu'elle se rend compte qu'il faut s'investir davantage dans cette PMA. Et ça, c'est difficile c'est vrai que c'est difficile à vivre pour les couples. Mais après, ouais. Et c'est important aussi de communiquer sur le fait que les messieurs aussi ont droit à 3 absences par tentative. Et les dames, c'est 6 absences par tentative. Et les messieurs ont droit à 3 absences par tentative. Et de ce côté-là, quand on leur dit, ça les détend un petit peu. Hein. Ils préfèrent effectivement. Après, c'est une discussion aussi avec les couples où c'est vrai que la première tentative, ils veulent pas le déclarer, ils veulent surtout rien dire. Si la première tentative n'a pas fonctionné, c'est vrai que moi, j'essaye de leur reparler de ça et de leur dire, écoutez, là, il va peut-être falloir en parler au niveau professionnel, parce que vous n'allez pas pouvoir continuer à bouffer tous vos RTT avec vos tentatives avec vos traitements de stimulation. Donc, c'est une discussion au cas par cas. Après, il faut savoir que le plus difficile, c'est pour la fonction publique quand même, hein, parce que va savoir à quel supérieur hiérarchique faut donner le papier, va savoir comment ça se passe. Les enseignants, n'en parlons pas. Enfin, c'est vraiment au niveau c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Hein. Le législateur a légiféré, très bien, mais alors la fonction publique a été vraiment le vilain petit canard pour appliquer tout ça, alors que toutes les boîtes privées se sont mis en cadre pour le faire. Donc, ça a été un peu particulier. C'est difficile dans les toutes petites structures, quand vous avez des gens qui bossent dans des toutes petites boîtes, et en France, il y a beaucoup de TPE et de PME, et quand il y a une toute petite boîte qui a qu'une seule secrétaire qui gère l'accueil, le machin, qui gère tout, et qu'elle peut pas venir, c'est vrai que elle est très très mal à l'aise à l'idée de mettre tout le monde vraiment dans la panade. Et là, c'est vraiment compliqué. Et c'est plus sur ces patients qu'on a des difficultés parce qu'ils sont vraiment très investis dans leur boulot, parce que c'est des entreprises familiales. Hein. Donc, c'est compliqué, ça. C'est vraiment une discussion au cas par cas, pour le coup. Mais effectivement, il faut informer les patients, ça, c'est certain. Ouais. Et là, ça fait partie aussi de notre rôle, et de l'intérêt pour nous, en tant que professionnels de la PMA, d'être entourés de correspondants que l'on connaît et en qui on peut avoir confiance, entre guillemets. Enfin, c'est même pas entre guillemets, c'est avoir confiance tout simplement. Parce que certains examens, certaines échographies peuvent être faites proches du lieu de résidence des gens. On ne peut pas les obliger, ou parfois d'ailleurs, plusieurs échecs, ils préfèrent faire 200 km aller et 200 km retour pratiquement, enfin non, j'exagère, une centaine de kilomètres aller, centaine de kilomètres retour pour venir simplement à une consultation. Mais si on a des bons correspondants, des correspondants fiables, on peut se permettre de faire une partie des examens, au moins des échographies, proches du lieu de résidence des patients.
Hein, nous, dans notre centre, on demande en général à ce que la dernière échographie soit faite chez nous pour pouvoir être sûr du moment du déclenchement. Et également, en ce qui concerne les correspondants et de la multiplication des rendez-vous, on a mis aussi en place tout un réseau de correspondants. On fait beaucoup de réunions correspondants gynéco dans nos différents bassins de recrutement auxquels on a donné des bilans à faire. Et donc, les patients qui habitent un petit peu loin, ils arrivent en général avec un bilan complet. Bon, évidemment, après, on soulève quelques lièvres. S'il y a un gros problème de spermogramme, on peut être amené à avoir des rendez-vous avec un andrologue, avoir des rendez-vous des cariotypes, avoir des rendez-vous de génétique, donc qui prennent un petit peu plus de temps pour la prise en charge, mais malgré tout sont indispensables. Mais dans la grande majorité des cas, ils arrivent avec un bilan. Nous, on peut poser le diagnostic, on passe ce dossier-là en staff, et le rendez-vous suivant, on le regroupe, le rendez-vous avec le médecin, le rendez-vous avec l'anesthésiste pour la PMA et le rendez-vous avec le biologiste. Donc, ils viennent simplement une deuxième fois et ils repartent avec leurs ordonnances et ils ont rencontré tous ces médecins. Donc, on essaye au maximum de regrouper les rendez-vous. Et là-dessus aussi, je pense qu'on a tous fait énormément de progrès. On a compris qu'on pouvait regrouper les rendez-vous et que c'est beaucoup plus intéressant pour les gens et beaucoup plus vivable. Quand ils viennent 2 fois en consultation pour avoir leur traitement, c'est quand même mieux. Alors, je voulais juste revenir sur l'homme, je voudrais rebondir un petit peu parce que la place de l'homme, vous disiez que sur votre enquête, Vanessa, votre communication, je pense, doit être un peu bloquée. On a perdu le son. Vous m'entendez ou pas? Oui. Vous m'entendez? Je disais que je voulais revenir sur la place de l'homme dans votre enquête, où effectivement, il y a dans la prise en charge en fertilité en France une grande majorité des cliniciens qui sont des gynécologues. Ce qui fait qu'effectivement, ils vont avoir une petite tendance à s'adresser plus à la femme qu'à l'homme et à se sentir plus légitime ou plus compétent dans la gestion de la femme que dans la gestion de l'homme. Donc, c'est vrai il y a beaucoup de pays où les médecins de la reproduction sont autant des endocrinologues que des gynécologues. Et c'est vrai qu'en France, c'est beaucoup des gynécos qui gèrent. Donc, les gynécos, s'ils se sentent moins à l'aise ou si le couple sent que le monsieur n'est peut-être pas, n'a pas une place 50-50 dans la prise en charge, doit ou peut demander une prise en charge avec un andrologue qui puisse, dans toutes les équipes, ça fait partie des obligations dans les textes de loi, il y a un andrologue qui peut recevoir le monsieur et s'occuper de la partie masculine de l'infertilité. Après, il y a des médecins qui sont beaucoup plus à l'aise avec la gestion de l'homme, qui sont moins gynécocentrés, si je puis dire, mais il ne faut pas hésiter pour les couples à en faire la demande. Sans en faire la demande, on leur explique qu'un enfant, ça se fait à 2 et que le monsieur a toute sa place. Et c'est vrai que plus il sera présent et mieux la tentative sera vécue parce que l'homme se sent investi également. De même que pour les injections, il y a certaines patientes qui préfèrent se faire les injections par une infirmière, certaines se les font elles-mêmes, mais il est vrai que beaucoup de maris piquent. Les maris qui piquent. Et donc, ils sont contents de surveiller à l'échographie. Ah, ben j'ai bien piqué, il y a plein de follicules. Ils sont contents, ils ont participé. Et c'est vrai que c'est important. Voilà, donc comme ça, c'est vraiment une histoire de couple. Et en ce qui concerne les problèmes de oui, on a aussi un andrologue, bien sûr, qu'on va voir. Moi, je prescris facilement le bilan entier aux messieurs quand il y a un problème de sperme, mais par la suite, ils ont un rendez-vous avec un spécialiste, un andrologue, d'autant plus s'il y a besoin de faire des autoconservations, des biopsies testiculaires, mais ça, il y a un accès facile à l'andrologue qui peut être organisé. Donc, voilà, c'est important effectivement que les conjoints se sentent
se sentent investis. Et puis également, de bien faire ressentir au couple qu'il n'y en a pas un des deux qui est responsable. Ça, je crois que c'est important aussi de remettre, et c'est notre devoir également, de remettre les choses en place. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une femme qui a une insuffisance ovarienne, elle serait peut-être enceinte plus facilement avec un autre monsieur, alors que son conjoint est satisfait parce que son sperme est excellent, donc c'est elle qui est pas bonne. Ou la femme, parfois, le mari a un sperme qui est pas... Mais il faut leur expliquer que ça se fait à deux, effectivement, et qu'on ne sait pas comment va se passer la rencontre entre ces spermatozoïdes et ces ovocytes. Il y a des spermes qui sont catastrophiques, ou même pour une indication DICSI, et il va y avoir des grossesses spontanées. Donc, il faut vraiment bien essayer, on essaye toujours de remettre sur un pied d'égalité les deux membres du couple, qu'il n'y en ait pas un qui se sente plus responsable de l'infertilité que l'autre. Ce soit vraiment une affaire de couple. Ça, c'est très, très, très important. En ce qui concerne l'intervention d'autres protagonistes également, je crois qu'on en discutait aussi avec Vanessa. On essaye d'être omnipraticien, mais on ne peut pas être à la fois le psychologue, la diététicienne, l'andrologue, etc., etc. Donc ça fait partie aussi de notre offre de soins. Et dans tout centre qui se respecte, on peut proposer recours au tabacologue pour arrêter de fumer, puisqu'on les perturbateurs endocriniens, n'est-ce pas, et tous les polluants divers et variés. La diététicienne, le diététicien pour essayer de perdre du poids, sans essayer de culpabiliser, parce que parfois, perdre de poids, c'est bien gentil, mais c'est qu'il y a un gros background en dessous. Hein. Il y a souvent des problèmes et on n'est pas obèse par hasard. Il y a souvent une souffrance, un problème psychologique, et ça, c'est l'affaire de spécialistes pour mettre le doigt dessus. Et autant les patientes vont se raidir un petit peu si on parle de leur surpoids. En revanche, je n'en connais aucune qui ait été déçue d'avoir réussi sa perte de poids. D'autant plus quand ça leur permet d'avoir une grossesse spontanée, de rétablir une ovulation. Voilà, donc il y a la prise en charge globale. Ça fait partie des choses également que l'on offre et que l'on n'offrait pas peut-être il y a une dizaine d'années. Mais là, on a compris que ça fait partie de toutes les choses qu'on peut offrir à nos patients. Alors, vis-à-vis de la communication et notamment l'association de ces autres spécialistes dans le parcours, nous, une des propositions concrètes qu'on avait, c'était justement que ces personnes soient également conviées aux réunions d'information et qu'elles soient finalement présentées comme étant partie intégrante de l'ensemble de l'équipe. Alors, j'entends bien que ça peut être compliqué parce qu'il faut aussi jouer avec les plannings des uns des autres et leur disponibilité, mais peut-être que ça pourrait permettre une meilleure visibilité, en tout cas vis-à-vis des patients, plutôt que la petite fiche qu'on peut trouver parfois dans les salles d'attente, qui est identifié également, effectivement, ces professionnels, mais parfois on ne sait pas trop comment les aborder, etc. Donc, l'une des propositions plus concrètes, en tout cas pour les visibiliser, ce serait de les associer à ces réunions. Mais soit ça fait partie. Idée. Ouais. Quand on pourra refaire des réunions d'information, c'est une excellente idée. Mais celle-là, pour l'instant, c'est pas ça. Alors, tous les professions qui peuvent aider à cette prise en charge holistique dans le domaine de la fertilité. Nous, on y croit énormément et on a très, très envie que ça puisse se faire. Encore une fois, c'est très compliqué au niveau des centres à mettre en place d'un point de vue financier et d'avoir du temps. Et d'autre part, c'est aussi compliqué pour les couples parce qu'ils sont dans une espèce de dualité. D'un côté, ils voudraient qu'on les prenne en charge complètement et ils se rendent bien compte qu'ils sont en souffrance quand on leur propose que de la technique. Et d'un autre côté, ils veulent que ça aille vite dans la technique. C'est-à-dire que si on leur dit on va vous prendre en charge dans une tentative de FIV dans 3 mois, parce que d'ici là, il faut que vous ayez arrêté de fumer, peut-être vous allez voir la psychologue, peut-être vous allez être aidé par la diététicienne, peut-être tout ça, et on démarrera les traitements dans 3 mois, je vous garantis que les patients font la gueule. Mais nous, c'est une pratique que l'on a et les patients ne sont pas contents, mais en même temps, il y a cette dualité, c'est vouloir aller vite parce que ça fait 3 ans qu'on attend
et d'un côté, et d'un autre côté, accepter que éventuellement, si on veut que ça se passe bien, cette tentative, et qu'on se donne le maximum de chances, il y a plein de choses à faire autour, et que éventuellement, les cliniciens sont d'accord pour prendre un petit peu de temps et perdre 3 mois, voire 6 mois, pour faire d'autres choses autour. Ça peut être aussi opérer un varicocèle pour un monsieur, ça peut être plein de choses. Donc, ça peut être perdre 5 kilos pour une dame qui a un ovaire polycystique, ça peut être plein de choses différentes. Mais c'est vrai que ce temps pour que les patients soient mieux est parfois pas si bien vécu que ça. Donc, c'est difficile, on est vraiment pris entre deux feux. Oui, parce qu'on leur explique que pour que l'implantation, que la fécondation se passe mieux, il faut faire baisser la TSH, rétablir un équilibre thyroïdien, une perte de poids, parce que de toute façon, au-delà d'un certain BMI, on n'a pas, les recos ne nous autorisent pas à prendre en charge ces patientes. Le tabac, on essaye de leur expliquer, statistiques à l'appui, qu'il y a moins de chances de réussite en PMA. Voilà, mais c'est vrai que, comme tu disais, si c'est une varicocèle, une thyroïde ou une perte de poids, ça fait partie des choses qui sont inéluctables. On est obligé de leur expliquer qu'il faut tout de même prendre le temps de remettre tout ça d'aplomb si on veut avoir un résultat satisfaisant. Je me permets juste une petite intervention sur la question du temps. C'est une des choses qui apparaît pas ici parce que il s'agit évidemment de présenter l'essentiel et pas les détails. Mais la question de la granularité du temps est quelque chose qui est un peu forte aussi dans le résultat des études, c'est-à-dire le temps de celui qui démarre un parcours n'est pas le temps de celui qui a 2 ans de parcours ou 5 ans de parcours, etc. Donc cette question de la prise en charge, elle est aussi, je pense, évoquée dans cet esprit-là, de dire quand on démarre un parcours, c'est certain. Le fait d'être pressé, c'est effectivement une constante. Peut-être que ça s'amenuise avec le temps, voire peut-être pas, et c'est une hypothèse. Mais en tous les cas, c'est cette question il n'y a pas un type de patient, il y a des patients, et puis du coup, des patients selon le temps en parcours ou l'âge du patient aussi. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans la présentation, mais qui est aussi pensé un peu en arrière-fond quand on fait les recommandations sur cette question de la prise en charge globale. Est-ce qu'elle est la même? Enfin, c'est une question ouverte parce que on n'a pas la réponse, mais est-ce qu'elle est la même pour une personne qui est à une première rencontre, un premier rendez-vous en AMP, à une personne qui a 2 ans, 5 ans, etc. En tous les cas, c'est quelque chose une question ouverte qui continue à animer les discussions à l'intérieur de BAMP. Il y a l'âge aussi, la durée d'infertilité et l'âge des patients. Et puis, il y a aussi ce qu'ils ont déjà fait auparavant. C'est-à-dire que parfois, on a des couples qui ont été le nez dans le guidon pour faire 3 tentatives. Et oups, avant la dernière, il y a comme une espèce de marche arrière. Oh là là, avant la dernière, on voudrait tout faire bien. Et c'est dommage parce qu'on aurait peut-être pu tout faire bien avant. Mais il y avait ce nez dans le guidon en disant vite, on veut faire vite au début. Donc, c'est vrai que j'avoue parfois freiner les patients dans leurs ardeurs. Vraiment. Alors, du coup, je me permets un encas supplémentaire, puis ça va dans le sens de ce que vous dites. On s'est posé la question tout à fait au début de l'étude, quand je la présentais sur les premiers mots introductifs ce soir, on disait que l'un des objectifs de cette étude, c'est de faire un parcours patient. Et c'est un parcours patient notamment dans l'idée de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas fractionner les parcours et créer justement des espaces ou des sas de temporalité avant l'entrée dans chacun et l'ajuster justement de façon plus individualisée parce que c'est un peu un même parcours qui est pensé peut-être selon les centres, mais quand même en France on fait c'est une même raille entre guillemets, et donc essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait pas développer des parcours patients au sein de l'association BAMP pour aider les personnes à trouver à 2 ans de parcours, à 5 ans de parcours, des SAS, des temps de réflexion, des temps d'arrêt et notamment aussi des temps pour se revigorer entre guillemets avec là on a parlé du nutritionniste, les sophrologues, etc. Voilà, donc la réflexion en tous les cas que nous on mène, elle est un peu celle-là. Je vous en prépare puisque c'est quelque chose qu'on continue à développer et qu'on développera peut-être au sein d'études sur le terrain. Et c'est vrai que des études tests. C'est vrai que le vécu n'est pas le même parce qu'il y a certains centres qui ont beaucoup d'attentes.
Donc, quand il y a 3 mois, 6 mois d'attente entre des transferts d'embryons congelés, ça existe. Ça, c'est difficile à vivre pour les patients. Mais d'un autre côté, parfois, si ça va trop vite, stop, on n'en peut plus. Donc, il faut adapter en fonction de chaque couple. Voilà, faut prendre le temps de poser la question à chacun. Soit on va trop vite, soit on va pas assez vite. Et c'est vrai que c'est ce que vous disiez là. C'est pas un rail et il faut s'adapter à chacun. Je voulais revenir aussi sur et puis on va essayer de se dépêcher un petit peu sur la souffrance des jeunes. Je me suis posé la question pourquoi ces jeunes sont en souffrance. Et il y a peut-être une explication. C'est pourtant elle est plus connectée. Chez eux, ils ont l'habitude que ça va vite. On demande un truc, on commande sur Amazon, on a un truc, ça va très très vite. Il y a peut-être ça. Mais l'autre chose également que je me suis dit, c'est que peut-être dans les statistiques, elles savent que plus elles sont jeunes, plus ça a de chances de réussir la FIV. Alors, est-ce qu'on part pas justement quand on arrive à 25 ans, entre 20 et 25 ans pour faire un parcours FIV, je suis jeune, ça va marcher. Est-ce que ça peut être une cause de souffrance parce que justement, elles s'attendent tellement à ce que ça fonctionne parce qu'elles sont jeunes que ça fait partie. C'est une hypothèse intéressante. C'est une hypothèse intéressante, d'autant que quand on a 25 ans ou quand on a 35 ans, à 35 ans, on sait que le temps est compté. Et oui. Même si on n'a pas un aiguillage exact sur c'est 45, c'est 50. On sait en tous les cas, on a commencé à voir toutes les personnes autour de nous qui ont des familles. Alors qu'à 25 ans, si on a un désir d'enfant, on n'est pas nécessairement, c'est pas tous nos amis ont déjà des enfants. Enfin, on fait même à la limite partie peut-être des premiers. Donc, on vit ça de manière peut-être encore plus isolée du fait de sa catégorie d'âge. En tous les cas, il y a des hypothèses à soulever. Il y a un vrai travail là aussi de recherche à faire pour approfondir la question. À voir si à l'étranger de la recherche a été faite sur les jeunes en particulier. Ouais, c'est intéressant comme réflexion. Et l'autre sujet intéressant aussi, c'était la représentation du corps. Ça, c'est un vaste sujet. Alors, à quoi c'est lié? De toute façon, c'est ce corps qui est traître, ce corps qui ne répond pas, ce corps qui ne permet pas d'être enceinte, remise en cause de la féminité, pas être capable d'avoir un enfant vis-à-vis de la société, de sa famille, de son conjoint. Voilà, la représentation que l'on a soi-même de son corps, c'est vrai que c'est compliqué. Là, j'avais retrouvé une petite étude, justement, Vanessa. C'était une étude qui avait été publiée par Grazia, revue scientifique s'il en est, n'est-ce pas? Savoir à quelle échelle les femmes se sentent complexées. Et donc, il y avait une enquête générale qui montrait que 67% des femmes avouent avoir des complexes et 46% de très complexés. Ce qui voudrait dire que 2 femmes sur 3, même en dehors de la PMA, c'est en dehors de la PMA, il y a 2 femmes sur 3 en France qui souffrent de ce trouble de la représentation corporelle. Et les chiffres qui sont encore plus inquiétants chez la génération Z, la jeune génération, qui serait plus de 58% à avoir des troubles de représentation de leur corps, alors que les plus de 55 ans ne seraient que 45. Alors, l'idée, évidemment, de cette représentation et de ces troubles du schéma corporel, c'est la publicité, les réseaux sociaux, tous les filtres Instagram, etc. Voilà. Et c'est pour ça que c'est quand même intéressant de savoir que même en dehors du parcours de la PMA, les femmes sont vraiment en souffrance. Quand on voit les gamines qui se prennent en selfie et qui voient la copine avec le filtre, le maquillage, voilà. Donc, est-ce que la PMA en rajoute? Certainement, mais voilà, c'est peut-être un petit peu à fouiller aussi, ça. Alors, il y a certainement une dimension supplémentaire qui s'ajoute dans le cadre de la PMA, puisqu'il y a le corps physique vis-à-vis de l'aspect esthétique, du vécu, d'être bien dans sa peau, mais il y a aussi la fonction de la mère, qui est aussi une fonction sociale qui est attribuée aux femmes, qui doivent être jeunes, etc., et qui est aussi mal vécue. Donc là, les fonctions qui sont regardées sont un peu plus complexes que celles qu'on peut avoir aussi sur les représentations de mode, etc. Donc, il y a aussi peut-être un travail ou un peu plus de recherche à faire sur cette représentation sociale aussi de la femme en tant que mère. Tout
tout à fait, tout à fait. Alors moi, je voulais juste préciser un petit point parce que je pense que sur la partie maladie longue, en fait, vous avez une remarque et on a peut-être mal précisé notre propos. Il ne s'agit pas d'aborder l'infertilité comme étant une maladie, mais plutôt de pouvoir bénéficier, et là c'est plutôt d'un point de vue administratif ou d'un point de vue prise en charge, de tous ces accompagnements qui sont mis en place pour les maladies longues et qui ne sont pas mis en place pour la PMA. Donc, ce qui permettrait finalement, lorsqu'on parlait des aspects financiers et de l'élargissement de l'équipe de suivi du parcours, de pleinement les intégrer, puisqu'on serait dans des démarches similaires à celles qui peuvent être faites sur des pathologies un peu particulières. Mais je ne sais pas, Vanessa, vous avez l'air de réagir à ce que je dis. Oui, tout à fait. Mais c'est sûr que actuellement, les mutuelles commencent à prendre en charge diététiciennes, psychologues, ostéopathes. C'est vrai que si dans le 100% stérilité, mais mon réseau déconne, donc je ne sais même pas si vous m'entendez. Si. Actuellement, dans le 100% stérilité, si on pouvait effectivement avoir une prise en charge ostéo, psycho, diététicienne intégrée avec, je ne sais pas, 2 consultations deux consultations diète, 2 consultations d'ostéo, 2 consultations de psycho au cours du parcours, et après le patient ferait jouer sa mutuelle pour le reste. Déjà, ce serait énorme si on avait ça. Mais c'est quelque chose qui est très, très particulier. Vous savez que la diététicienne pour le patient diabétique, par exemple, elle va être prise en charge si le patient va à l'hôpital. Si le patient va en ville, il ne sera pas pris en charge. Ce sera une prise en charge par sa mutuelle uniquement. Et pourtant, il est en ALD pour du diabète. Donc on est sur une prise en charge qui ne pourra pas, à mon avis, être augmentée compte tenu des dépenses de santé qui sont abyssales, et qu'il faut qu'effectivement les patients aient une prise en charge mutuelle pour avoir cette prise en charge-là. Ce serait génial si c'était le cas, mais ça ne sera pas le cas. Ça fait des années qu'on le demande pour les diabétiques. Moi, je suis endocrino, donc je connais un petit peu le souci aussi. Ça fait des années qu'on le demande pour les diabétiques et il y a une consultation d'éducation thérapeutique au démarrage, c'est tout ce qui est pris en charge. En libéral, ils n'ont rien de pris en charge, les diabétiques. Donc, on n'aura pas de… Je pense que ce serait génial, mais on n'aura pas. Stérilité, on ne l'aura pas. Okay. Je me permets on s'approche de l'heure de la fin. Est-ce que je peux vous inviter peut-être si vous avez un mot de la fin, avant que Sindra résume un peu les propos, si elle le sait. Peut-être qu'elle fait tout simplement un mot de la fin. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Je vous ai peut-être coupé un peu la parole sur les développements encore. Ajouter quelque chose. Personnellement, ce que j'aurais envie d'ajouter, c'est que on tend tous vers une prise en charge holistique parce qu'on se rend bien compte que notre marge de manœuvre, là maintenant, on cultive très bien les embryons, on sait très bien faire. On a des bonnes techniques de congélation embryonnaire, c'est la vitrification. La dévitrification, les centres savent très bien faire aussi. Nos marges de manœuvre pour améliorer nos résultats sont pas là. Les marges de manœuvre, elles sont dans la prise en charge des patients, de leur bien-être, de leur alimentation, de leur exposition aux facteurs environnementaux, de plein de choses, de tout ça. Là, on a une marge de manœuvre. Donc, je pense qu'on a tous envie que cette marge de manœuvre puisse être efficace pour tout le monde et que les patients qui viennent nous voir ne soient pas en détresse non plus, parce que c'est terrible d'avoir un patient en détresse. Moi, je ne suis pas psychiatre et quand j'ai un patient en détresse, je suis aussi bien embêtée et en détresse aussi parce que je ne sais pas forcément répondre à sa demande. Donc, on tend tous vers là, tous les centres de France. On a des projets qui sont dans ce sens-là et que c'est très bien d'avoir le soutien du BAMP pour pouvoir aller là-dedans. Merci. Bien arrondi. Florence, est-ce que vous avez un mot à ajouter? Non, je pense simplement, oui, qu'on est dans la bonne voie et que grâce aux études que vous faites également, ça met les points, ça peut mettre le doigt sur certains points un petit peu plus délicats et que on est en bonne voie. Je crois. Merci. Je pense qu'on arrive à la fin de notre session. Donc, je vous remercie de votre participation. Donc, vis-à-vis de l'étude, si on peut se résumer quand même globalement les gros enseignements qu'on en a tirés,
c'est que vis-à-vis de la prise en charge, les patients sont satisfaits et je pense que ça rejoint la conclusion de Vanessa sur le fait que les techniques aujourd'hui sont bien maîtrisées. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire effectivement pour élargir et améliorer encore ce vécu des patients serait de pouvoir étendre la prise en charge à d'autres aspects qui sont aussi les aspects personnels du vécu, du bien-être et sortir du seul peut-être cabinet, du seul cadre du cabinet où on est dans la relation avec le praticien. Voilà. Nathalie, Je voudrais remercier nos invités déjà d'avoir pris le temps en soirée comme ça, de nous retrouver sur un Zoom. Merci aux participants. Ce qu'il faut savoir notamment aussi pour nos invités, c'est que ceci est enregistré et je pense que peut être accessible a posteriori. Donc, la diffusion va au-delà des seuls participants de ce soir. Et aussi signaler que la fiche synthèse de cette étude, je l'ai mis dans la barre de conversation ce soir, mais elle se retrouve aussi sur le blog de BAMP. Voilà. Donc, un grand merci à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bon appétit. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous.